Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Fnac Gaming. Nous allons aujourd'hui parler de beaucoup de choses avec nos invités. Alors j'ai François comme d'habitude, comment vas-tu? Bonjour Tristan, très bien. Alors tu as joué à quoi en ce moment, dernièrement? Dans ma vie de testeur, je joue à des jeux comme l'Ombre du Mordor et je pense que ce serait le même si j'étais un joueur parce que c'est vraiment très bien. T'as kiffé, ouais? Ouais, c'est vraiment très bien. Très bien, Vincent qui est avec nous aussi. Bonjour. T'as joué à quoi dernièrement? Je me suis remis à The Walking Dead saison 2 parce que C'était mouvant? moins que le 1. Ok, d'accord. Et Guillaume, Bonjour. ça va? Ça va, ça va. Tu joues à quoi en ce moment? Forza Horizon 2. Ah bah ça tombe bien, on va en parler. Et puis il y a Chloé qui va nous rejoindre en deuxième partie d'émission pour parler avec nous des jeux japonais. Et d'ailleurs tout de suite, on passe au sommaire. Au sommaire de cette émission, nous démarrons en trombe en faisant la lumière sur les nombreuses sorties passées ou à venir des jeux de course automobiles sur les consoles next-gen. Nous décortiquerons les forces et faiblesses de chacun des titres afin de vous donner les clés nécessaires pour choisir celui qui vous conviendra. En deuxième partie d'émission, nous lancerons notre débat sur la situation actuelle du jeu vidéo japonais. La génération précédente de consoles a vu le jeu nippon accumuler les ratés, les reports, les jeux au gameplay dépassé, ancrés dans un classicisme flagrant. Quelques semaines après le Tokyo Game Show, nous ferons un état des lieux du jeu vidéo du côté du soleil levant, et vous verrez que l'espoir est encore permis. Mais attaquons tout de suite notre premier sujet dédié aux jeux de course automobile. Les prochaines semaines voient débarquer 4 jeux de voitures sur console next-gen: Forza Horizon 2, Drive Club, The Crew et Project Cars. Ces titres ont la dure tâche d'être les premiers représentants du genre sur next-gen en cette fin d'année. Pilotage, customisation, open world, graphisme, lequel de ces jeux remporte la pole position et surtout pour quelles raisons? C'est ce dont nous allons débattre tout de suite. Nous voici en plateau donc pour un premier débat sur les jeux de voitures qui vont sortir ou qui sont sortis. Là il y a Drive Club, The Crew, Forza, Project Cars, il y a beaucoup de jeux qui vont sortir. Est-ce que vous les avez testés? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous les attendez? On va en parler tout de suite. Et on va commencer avec Drive Club puisque c'est un peu le plus proche, là il va sortir. Il me semble que tu y as joué un petit peu. J'y ai joué un petit peu. Et qu'est-ce que tu en as pensé alors François? Tu vas ouvrir le bal. Je vais ouvrir le bal, je vais démarrer. Drive Club, c'est un jeu exclu PS4. Ça veut dire deux choses, que c'est un jeu beaucoup plus beau que ce qu'on avait sur la génération précédente. Et c'est aussi un jeu qui est très porté par Sony, donc on peut s'attendre à beaucoup de contenu. Je pense que c'est surtout ça qu'on peut voir avant que le jeu sorte. Ce que j'en ai pensé, c'est que c'est très beau. Après, je vais être un petit peu sur la réserve sur le gameplay parce que ça m'a pas, j'ai pas trouvé un esprit, une identité sur un Drive Club comme on pourrait avoir sur une autre série. C'est-à-dire que j'arrive pas à dire si c'est un jeu qui est typé arcade, simulation. Apparemment, il a l'air d'être un peu entre les deux. Hein, voilà, il est un peu entre les deux, exactement. Je pense qu'il mise beaucoup sur quelque chose que j'ai pas pu goûter, c'est l'aspect communautaire qui va sans doute donner beaucoup au jeu. Et du coup, je suis encore sur la réserve. Mais il y a un gros potentiel parce que graphiquement, c'est vraiment très beau. D'accord, très bien. Vincent, C'est à peu près pareil. À peu près pareil, ouais. Je vais mettre un petit bémol, c'est que vraiment j'ai l'impression qu'il apporte pas grand-chose par rapport à ce qui sort aujourd'hui. Et, j'ai envie de dire heureusement que c'est une exclue PS4 parce que autrement, voilà, ce serait un peu planté. Ok, très bien. Il y a des choses en attente apparemment dedans qui sont pas encore implantées, c'est ça? Est-ce que le jeu, il n'a pas une mauvaise réputation de jeu en kit déjà avant? Il y a effectivement, parce que le développement au départ a été annoncé pour un jeu gratuit avec le PSN+. Finalement, ils ont reconditionné leur offre parce que ça a été repensé, peut-être aussi parce qu'ils se sont rendus compte que le jeu avait un gros potentiel. Ouais. Donc c'est plutôt bon signe quand même de passer. Est-ce qu'on n'a pas peur qu'il passe en ça y est, dès qu'on veut choisir une nouvelle couleur pour notre voiture, il va falloir débourser en free to pay comme on dit maintenant. Tout à fait. Free to play. C'est violent, mais c'est peut-être ce qui nous attend. Mais là c'est pareil, on le verra quand le jeu sera déployé sur le PSN, parce que là les versions review qu'on peut avoir, on n'a pas accès à ces fonctionnalités-là. D'accord. On sait qu'il y aura du contenu payant parce que le jeu s'y prête, le jeu de voiture en général. Mais moi la question c'était plutôt sur ce qu'on devrait a priori ne pas payer, c'est-à-dire le côté dynamique des environnements. Il y a de la météo, de la pluie, mais apparemment ça influence pas forcément la physique. Il y a des choses qui paraissent un peu, pour l'instant, qui moi m'ont pas convaincu, quoi. De ce que j'ai vu, la physique a l'air quand même assez bluffante. Moi j'ai vu une vidéo, il y a une vidéo qui a tourné ces derniers jours où une voiture fait des tonneaux en première personne. C'est relativement impressionnant. Alors après, est-ce que c'est juste cette vidéo qui est un peu coup de bol ou un peu mise en scène,
ou est-ce que le jeu dans sa globalité a l'air assez épique en fait? On va pas faire un procès à Drive Club sur les vidéos parce que tous les jeux nous montrent de plus belles vidéos que ce qui se passe. Mais ce qui se passe en jeu, déjà je te rassure Guillaume, la météo n'est pas payante, tu payes pas pour qu'il pleuve sur ta voiture. Ah c'était une blague, mais c'est vrai qu'on peut se demander. Non mais c'est vrai, des fois on a payé des textures intérieures, alors pourquoi pas. Ce qui est bien, c'est qu'on peut influencer sur la météo nous-mêmes, donc on peut changer la météo à n'importe quel moment du jeu. Ça c'est pas mal. C'est pas mal ça. Et donc concrètement en termes de mode c'est de la course pure? C'est de la course, du duel, c'est très, très axé sur le duel et le challenge. C'est-à-dire que souvent tu vas jouer sur un parcours et il va être jalonné avec des épreuves qui ont des petits thèmes, genre celui qui fait le plus gros score de drift sur cette portion va gagner plus de points, celui qui fait tous les slaloms le plus vite. Donc c'est un mélange de courses classiques et de mini-jeux intégrés. Ce qui est une grosse tendance, on va en parler là de toute façon. Et je crois, par rapport à l'aspect communautaire, donc j'avais vu une présentation à la Gamescom et vraiment ils insistent beaucoup là-dessus. Malheureusement on n'a pas vraiment eu le temps d'y jouer côté en ligne, mais vraiment c'est le côté créer un groupe et à chaque fois partir dans un challenge contre d'autres groupes, etc. Ça c'est pas mal. Équipe qui marche bien. Alors un autre jeu qui joue sur ce côté équipe, c'est The Crew d'Ubisoft, qui là nous propose directement de faire équipe avec quelques potes et de traverser les États-Unis d'est en ouest ou d'ouest en est, au choix. C'est d'est en ouest parce qu'on commence dans le Middle West. Parce qu'il y a un gros scénario, je tiens à le dire parce que pareil, j'ai eu la chance d'y jouer plusieurs heures. Le scénario sera fait par Christian Cantamessa et ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a écrit Red Dead Redemption, qui est à mon avis le meilleur scénario pour un monde ouvert. Ouais, je pense. Enfin, c'est ton avis. Oui. Ouais, voilà. Non, mais faut pas oublier que le dernier jeu très prometteur d'Ubisoft de voiture, c'était Driver San Francisco. Tout à fait. Et que ça, il est haut dans l'estime de ceux qui ont joué, j'ai l'impression, mais de tous ceux qui ont joué, qui ont un peu touché à ce jeu, ont l'air de dire oula, ouais, enfin bon, ça restait. Alors, je pense ils ont vraiment appris de leurs erreurs parce qu'au bout de plusieurs heures de jeu, le côté communautaire. Il est très présent, le côté équipe est très présent, le solo est vraiment intéressant, on a vraiment un scénario qui est intéressant à suivre, c'est super rare, c'est vraiment rare c'est même surprenant. En fait, on joue un gars qui est infiltré. C'est super classique, on est d'accord. Mais il n'y a pas de phase en dehors des voitures. Tout est intégré. En fait, c'est ta voiture. Tu vois jamais ton avatar de pilote. En fait, c'est vraiment la voiture qui est au centre du truc. Mini ordinateur, tout ça pour gérer tes missions. Tu as des personnages que tu vas rencontrer qui vont te créer un lobby dans chaque ville où tu vas gérer ta collection de voitures. Tu vas les upgrader vraiment comme des personnages, c'est-à-dire que tu vas gagner des récompenses avec les courses, qu'elles soient en solo ou en ligne. Selon ton classement, tu gagneras des récompenses bronze, or, argent, platine, même quand tu finis le jeu. Donc il y a vraiment un côté MMO très très fort et un côté RPG en même temps. Le côté MMO, c'est sur le côté où il y a un seul serveur pour l'ensemble du jeu. Alors ça, on verra quand ça sortira. Mais en fait, il y a une astuce de connexion, puisqu'en fait, il y a une bulle qui permet de croiser des joueurs dans un certain rayon, évidemment. D'accord. Mais tu as quand même cette impression d'être entouré que par des joueurs. Ah d'accord, plus qu'un Burnout Paradise par exemple, on était 12. Voilà, c'est vraiment... Là, il y a vraiment du monde tout le temps. Voilà, il y a du monde tout le temps, mais c'est un subterfuge, on est d'accord. D'accord, c'est de la poudre aux yeux. Voilà. Ok, Guillaume, est-ce que The Crew, toi, t'intéresse? Est-ce que tu as essayé de t'y intéresser un petit peu ou tu l'as regardé de loin comme ça? Je l'ai quand même regardé de loin parce que il arrive après les autres presque au niveau, je trouve, moi, de la promo. Visuellement, par contre, ça a l'air d'être très très joli. C'est vrai, ça me convainc beaucoup plus que Drive Club quand même, faut le dire. Pareil, moi aussi. Je trouve que maintenant, je crois qu'il a les mêmes petites choses qui font tiquer et qui font qu'il faudra quand même juger sur pièce. C'est-à-dire, par exemple, on est à du 30 FPS au niveau ce qui est le cas de Forza, et ça gêne pas plus que ça, mais tous ces jeux-là qui sont aussi vendus comme des vitrines techniques, parce que c'est les jeux de bagnole, faut le dire, c'est souvent aussi des vitrines pour les yeux, quoi, pour faire rêver, donner envie de passer au console. Bon, il faut vraiment, je pense, les avoir en main pour avoir un avis définitif, parce qu'ils sont jolis, mais on voit bien qu'il y a quand même encore quelques limitations. Est-ce que c'est parce que c'est les débuts ou pas? J'attends de voir. Donc celui-ci, je regarde, mais de loin. Je ne vais pas forcément plus... Ok. Vincent, au feeling, toi, The Crew, non, pas trop oui, un peu plus que Drive Club. Hein. Et vraiment, j'ai l'impression que Ubisoft, ils se sont dit, on va repousser le jeu de manière à y mettre vraiment les moyens d'y apporter beaucoup plus que de ce qu'on avait vu auparavant. D'accord. Comparé, excusez-moi, à Drive Club, où vraiment, au début, c'était fait massacrer, ils se sont dit, on va essayer de policer un peu. Voilà.
D'accord. En tout cas, The Crew est disponible. La bêta, il y a une bêta ouverte, Bêta fermée, qui est elle disponible est sur toujours PC. fermée. Ouais. Fermée. Ouais. Voilà, donc si vous voulez vous y essayer, je pense que vous pouvez choper des clés. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Et pour revenir sur l'aspect visuel, il faut voir que c'est un monde ouvert pour le coup. On va parler de Forza juste derrière. C'est un monde ouvert qui est immense. Il y a vraiment, je crois qu'il y a 10 000 km de tracé. Ah ouais. On a des courses qui font des fois 1 heure. La plus longue course fait, je crois, 1h30. Il y a énormément de courses qui sont au-delà de la demi-heure et on a vraiment une sensation de traverser des pays, enfin pas des pays, des régions qu'on a nulle part ailleurs. Du coup, tu as la gestion du carburant parce que là, si ça y est pas, à un moment. En fait, c'est là qu'ils ont intégré des micro-paiements. Ouais. non, je connais bien la Ubisoft. Oui. Mon Dieu. Non mais en fait, vous êtes mauvaise langue, quand même. Là c'est dur. Non mais en plus The Crew a vraiment un cachet parce que techniquement tu parlais des limitations, mais il faut remettre dans la tête que oui, on a compris la PS4, la Xbox One, elles sont pas des PC surpuissants, mais ce qu'on a avec The Crew, la version 360 qui va sortir, à mon avis, elle va avoir du mal parce qu'on a un jeu avec une distance d'affichage incroyable. Moi j'ai fait des virées dans certaines montagnes ou dans le désert. On voit à perte de vue. Aller où on veut, il n'y a pas de mur invisible. C'est incroyable. Ouais, on est vraiment où on veut. On peut même se téléporter sur ses potes. À un moment, je me suis téléporté sur un copain qui avait monté tout un flanc de montagne avec un 4x4, sauf que moi j'étais avec une voiture de course. J'ai galéré pendant 10 minutes pour redescendre parce que c'était pas la bonne voiture, quoi. Mais à aucun moment je me suis tapé sur quelque chose d'autre. Il y a une bonne physique, des dégâts. Complètement délirante. La physique, c'est assumé, c'est de l'arcade. C'est-à-dire que en fait, tu tapes un copain, tu t'appuies dessus pour doubler. Tu tapes un rocher, tu fais 3 tonneaux. Ça va très bien avec les modes de jeu qui sont festifs. Vraiment. Alors pour la suite, on va passer à Forza, exclu Xbox One, Drive Club exclu PS4 et Forza exclu Xbox One. Là, les deux sont vraiment en concurrence, mais de ce qu'on a l'air de me dire, Forza c'est un petit peu mieux. Moi, je pense qu'il n'y a pas, là, il n'y a pas trop de matchs pour ce qu'on a vu. Forza Horizon 2, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué cette année, tout genre confondu. Ouais, c'est extrêmement bien fini. C'est malgré quelques réserves sur la technique, une fois encore, mais c'est un monde ouvert qui est pas si grand que ça, mais qui est très riche. Il y a une ambiance de dingue. On est dans le sud de la France, dans le nord de l'Italie. C'est vraiment très beau. Un gameplay de dingue. Enfin, Guillaume y a joué. Il y a un parti pris presque, il y a un parti pris presque philosophique, c'est-à-dire que dès le départ, un peu comme dans les Forza, avant même d'être en course, on vous met dans l'ambiance. On sent on va en prendre plein les yeux, et il y a un côté rêve automobile. Ce que perdent peut-être les autres avec le côté communautaire et compétition, ce qui est présent aussi dans Forza 2. Mais là, on va se faire plaisir avec de belles voitures assez rapidement. Après, c'est aussi, je dirais, peut-être facile pour atténuer des propos. Il y a un historique sur Forza. Le précédent, déjà, avec le Forza Horizon, pardon. Bon, il y a l'historique Forza qu'on connaît qui est très simu, pour en discuter longuement. Et l'historique Forza 2, il vient du premier Forza Horizon. Forza Horizon qui avait des qualités et des défauts. Il y avait le côté des décors un peu vide, il y avait le côté que la carte n'était pas tellement grande, mais il y avait quand même pas mal d'activités. Là, ils ont Ils ont donné une espèce de personnalité à leur seconde licence Forza. Ouais, ils ont. Parce que le premier, clairement, c'était juste une espèce de petit Need for Speed killer. Moi, j'aimais beaucoup parce que c'était pas un Need for Speed. Sans ambition, en fait. En fait, moi, je dirais, c'est pas un monde sans doute aussi ouvert que The Crew, par exemple. Clairement. Mais la sensation de liberté, elle est là. D'accord. Que ce soit par les véhicules, les décors et la façon dont on te vend finalement cette balade en bagnole où finalement c'est une fête. Avant d'être une compète, c'est la fête, quoi. Sur Forza, on a déjà presque un mois de jeu. Alors là, on voit que la formule elle marche bien. Elle marche vraiment bien. Et pour finir là-dessus, sur l'aspect communautaire et multi, ce qui est aussi, moi, ce qui m'a bluffé, c'est que c'est vraiment intégré dans il n'y a pas de frontière entre le solo et le multi. C'est-à-dire que tu roules et tu peux te faire une partie en multi, automatiquement, ça démarre. Ce qui n'était pas le cas du premier Forza Horizon, où il fallait à un moment passer dans la version. C'est un peu pompé sur Need for Speed. Et je crois que tout le monde va faire la même chose maintenant. Oui, c'est une formule, et puis c'est ce qu'on aura tout le temps. C'est de plus en plus facile, entre guillemets, facile. J'ai l'impression que c'est un peu fini les jeux de course. Les jeux de course simples, on choisit sa course, on choisit automatique ou manuel. Je pense aussi que c'est parce que ça correspond à des modes de consommation où l'éditeur veut qu'on reste longtemps sur la route, qu'on passe à la case garage qui souvent rime avec DLC. D'accord. Voilà. Très bien. Paradoxalement, il y a F1 2015 où ça reste un peu dans le classique. Oui, aussi, effectivement, il y a toujours les simulations. C'est pas des voitures, c'est des Formule 1. Oui, c'est des Formule 1. Alors, pour finir très rapidement, on va revenir très rapidement sur l'Outsider, c'est Project Cars, qui est issu d'un Kickstarter,
qui est un jeu, alors moi j'en sais pas trop, de ce qu'on a vu ça a l'air très simu, mais avec le côté communautaire d'un Trackmania par exemple, avec création de circuits, etc. Tu parles du Kickstarter, je pense que ça résume bien l'esprit qui est derrière ce jeu. C'est un jeu pour passionnés, c'est-à-dire qu'il fait appel à une communauté, il crée une communauté, il dit voilà, on veut créer un jeu de puristes, de conduite 100% simulation, et ils ont trouvé leur public, parce que sur PC. Voilà, sur PC. Il y aura des versions console, alors que c'était pas prévu au départ parce que c'est bien financé. Ça résume bien l'esprit, c'est que là on est vraiment dans un Forza Motorsport version plus intransigeante, c'est-à-dire que les gens ne joueront pas à la manette sur ce jeu-là, je pense qu'ils joueront tous avec un siège baquet et un meuble intégré, quoi. Avec le volant. Ok, très bien. Alors pour finir, très rapidement, je vais vous demander, votre jeu de voiture coup de cœur parmi ces 4-là, François. Forza Horizon 2, parce que le soleil brille, quoi. C'est très bien. Je veux dire Forza, parce que les Forza aussi. Et donc je vais dire Forza, mais j'attends parce que tu m'as mis l'eau à la bouche avec The Crew quand même. Tu verras qu'il est vraiment différent. Vrai que plus de détails, plus par rapport à l'attente, oui, j'attends peut-être faire la différence. Je pense que The Crew fera la différence sur tout l'aspect scénarisé des missions et ça sera beaucoup plus agréable à jouer sur le long terme. Eh ben d'accord. Et donc on enchaîne avec un concours comme d'habitude, cette fois-ci c'est Destiny, plus d'infos en vidéo. À l'occasion de l'exposition Destiny au sein du magasin Fnac de Nantes du 6 au 25 octobre et de Poitiers du 20 octobre au 8 novembre, Playfrance.com vous propose de gagner 4 lithographies Destiny réalisées par les artistes à l'origine de l'univers visuel créé par le studio Bungie. Vous avez jusqu'au 14 novembre pour répondre aux questions du concours et tenter de gagner l'une de ces œuvres. Et donc nous avons reçu Chloé sur le plateau. Bonjour Chloé. Bonjour. À quoi tu joues en ce moment? En ce moment, je joue à Fantasy Life. Ouais, c'est bien ou... C'est un peu décevant. Faut dire que j'en attendais beaucoup, du level 5, des anciens créateurs du Final Fantasy. Ouais. Et au final, c'est un peu de tir au flanc. Ouais, d'accord. On a tendance à s'ennuyer. Ok. Justement, Fantasy Life, un jeu japonais, on va faire l'état des lieux des jeux japonais aujourd'hui. Et tout de suite, plus d'infos dans un sujet vidéo. Final Fantasy XV, dont vous voyez ici la dernière vidéo en date, a été annoncé en 2006 et n'a pourtant toujours pas de date de sortie. 8 ans de développement pour arriver à un résultat qui fait l'objet de retours contrastés. Ce constat, pour ce RPG en particulier, reflète un état général du jeu vidéo japonais, qui depuis quelques années peine à briller. On se souvient notamment du tweet assassin de Keiji Inafune, ancien de Capcom, arguant que le jeu vidéo japonais était mort. Info, intox, quelques semaines après la fin du Tokyo Game Show, il est temps de faire l'état des lieux. Faut-il encore croire aux jeux vidéo japonais? Quelques éléments de réponse dans le débat de Fnac Gaming. Et donc l'état des lieux du jeu japonais en ce moment, là on a vu des images d'FF15, on a une spécialiste de Final Fantasy, Chloé. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur FF15, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment ça s'appelait avant, etc. Alors FF15, il revient de loin, il a déjà eu 2 noms, Final Fantasy Versus 13, maintenant c'est Final Fantasy 15, il a déjà eu 2 producteurs, on est passé de Nomura à Tabata. Donc c'est un jeu, on a l'impression qu'il se cherche un peu. Il faut dire que quand on regarde même les tout vieux trailers et les récents, on retrouve les mêmes éléments. Donc on se demande où ils en sont exactement au niveau du développement. C'est pas forcément très clair. Il n'y a pas l'air d'y avoir masse d'environnement. Non, pour le moment on a vu qu'une seule arène. Et après on a vu la voiture qui se balade. Donc qui est même devenue un mème auto-sponsorisé par Square Enix. Félicitations à eux. Et on a vraiment l'impression que ça a du mal à se trouver. Notamment, on sent la grosse patte Nomura, les combats qui sont très proches d'un Kingdom Hearts qu'il aurait un peu skinné, ça va être adulte, du temps réel, quoi Final qu'il Fantasy. arrive. C'est du temps réel et ils le veulent simple. Moi, ce qui me fait peur quand on dit simple, c'est que ça devient simpliste, voire creux. Alors, a priori, il y aurait une seule touche d'action. Donc c'est assez limite. Moi c'est vrai que quand on parle de Final Fantasy, j'espère plutôt un bon gameplay, les ATB, des petits combats un peu sympas. Là pour le moment on court dedans, on a un seul personnage jouable. Donc on fonce dans le tas, on appuie sur croix. Mais on a quand même une belle équipe d'adolescents émo. Je pensais qu'on pouvait justement changer de personnage. Bah non, apparemment. Non, contrairement à ce qu'on pensait, il y a un seul personnage jouable et il pourrait a priori passer des armes, changer les armes selon le bouton d'action qu'on utilise. Il pourra changer sa coiffure aussi. Hélas, non. Enfin, peut-être qu'avec le changement de producteur, on aura le droit à un petit redesign moins nomuresque. Ok. François, toi, tu avais ton petit avis sur la question aussi. Sur l'évolution, parce que oui, tout à l'heure, Chloé parlait de... On ne sait pas trop où il va, et je trouve qu'en fait, on est plutôt dans une continuité un peu décevante. Parce moi, j'ai l'impression de voir un énième Final Fantasy.
effectivement, il y a des changements, les personnages sont moins colorés, ils sont habillés en look émo gothique, tout noir. Au début, j'ai cru que le jeu était en noir et blanc. Ouais, alors du coup, il y a énormément de gags récurrents qu'on va pouvoir faire, mais en essayant de rester objectif et de pas trop se moquer. Je trouve qu'il y a tous les éléments pour dire c'est un JRPG. Et du coup, j'ai l'impression que ce trailer, il est calibré pour nous, Européens, Occidentaux, en disant voilà votre prochain FF15, quoi. C'est-à-dire que ok, j'ai une espèce d'enveloppe, on m'a dit, j'ai des personnages avec des coiffures bizarres. J'ai l'impression qu'on te vend un peu de Japon, quoi. Exactement, mais sauf que c'est une image du Japon qui n'est pas le Japon de toute façon déjà, et qui est pas forcément, qui correspond pas forcément à ce que les gens attendent du renouveau de la licence. Parce que il y a des fans, et je pense qu'ils attendent que le jeu évolue avec la technologie, mais aussi avec les modes, quoi, parce que le gameplay change. Tu parlais du côté un seul bouton, Chloé. Je pense que ça fait peur à beaucoup de fans, et pas que de JRPG. Enfin, quand on fait un RPG, on veut pas un beat'em all, quoi. Oui, bien sûr. Alors, pour continuer sur les RPG et passer à quelques autres jeux, il y a le Dragon Quest qui a été annoncé. Qui s'annonce plutôt pas mal, plutôt dans j'ai envie de dire dans la lignée des Dragon Quest, un truc plutôt coloré, etc. Et puis évidemment les Tales of à côté, mais Fantasy Life, FF15, ça s'annonce pas. J'ai l'impression que c'est. Fantasy Life, j'ai pas joué. Japonais, il est un petit peu en stand-by, il tourne un petit peu en rond, ou est-ce qu'on a des chances sur cette génération d'avoir le gros RPG grandiloquent japonais comme on l'attend depuis peut-être quelques années? Alors voilà, en fait je pense que tu as pas mal résumé le truc en disant comme on l'attend depuis quelques années, et je pense que c'est un peu comme les souvenirs d'enfance, quoi. Ils sont très bien là où ils étaient, et quand on rallume les vieux jeux, ils nous font très très mal. Donc on a une image un peu idéaliste des premiers Final Fantasy. Je pense que si quelqu'un a rejoué au 7, il peut y retrouver du plaisir, mais il va falloir passer par-dessus une couche de gameplay complètement anachronique maintenant. Mais quelqu'un qui découvrirait aujourd'hui un JRPG, il va pas attendre la même chose. Donc il faut absolument que le genre s'adapte, c'est normal. Tous les genres ont fait leur mue, que ce soit sur console ou sur PC. Le gameplay évolue. C'est pas qu'une question de technologie, c'est une question de plaisir de jeu et de confort, quoi. C'est pas aussi on peut peut-être voir le problème à l'envers. C'est-à-dire que moi j'ai quand même l'impression que malgré les attentes, au départ c'était quoi? C'était des jeux japonais que quelques occidentaux découvraient, alors soit par le biais des adaptations américaines tronquées ou pas, on va pas refaire l'historique ici, et d'un seul coup c'est des jeux qui ont entre guillemets vocation à plaire au monde entier. Et du coup c'est pas possible. Ça marche plus, ça a marché, mais ça marche plus. Ça marchait à l'époque d'FF7. Parce qu'on avait un jeu japonais qui s'adresse aux japonais, c'est comme quand tu vas au resto, quoi. Est-ce que là le truc est censé plaire à tout le monde, donc du coup ça plaît à personne. Oui, et puis c'est surtout que, comme tu disais, celui qu'on attend, en fait, c'est exactement ça, vous avez synthétisé le truc tous les deux, c'est on l'attend, mais en fait, avant, on le prenait parce qu'il n'était pas fait pour nous, le JRPG. Et du coup, il y avait ce côté décalé, ça me parlait d'une manière dont on ne parlait pas ailleurs. Là, aujourd'hui, quand je vois un trailer de FF15, ou même les derniers FF13, ils sont clairement calibrés pour le marché occidental, quoi qu'on en dise, quoi. Donc, dire qu'aujourd'hui, le marché japonais va se renouveler, oui. Enfin, le jeu japonais, pardon, il va se renouveler, oui, mais en fait, on sent que c'est au prix de son identité. En tout cas pour le marché mondial. En fait, pour qu'il se renouvelle, il faudrait qu'il retrouve ses origines, entre guillemets, et qu'on arrête de les vendre en Europe. En fait, d'essayer de les vendre à des Européens et des Américains. Où tu allais trouver des licences qui sont spécifiquement, qui sont des cartons au Japon, comme le dernier Level 5, la UK ou UK Watch, je ne sais plus comment on prononce, qui pour le coup est peut-être plus un JRPG, enfin un JRPG, on va dire un jeu japonais, même si c'est une enveloppe un peu large. Bon, ça n'exclut pas qu'il y a des bons RPG qui sortent. Bravely Default était assez sympa. Le Fire Emblem, même si c'est du tactical, était plutôt correct. Très bon, très bon. Pour passer à autre chose que le RPG, parce qu'il n'y a pas que le RPG au Japon, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a aussi des jeux horrifiques. Et ces derniers temps, là, on a vu arriver plein de jeux horrifiques. The Evil Within, Bloodborne, qu'est-ce qu'on a d'autre? Silent Hills aussi, le fameux. Moi, je me souviens d'une époque sur PS2 où c'était beaucoup les survival japonais, les Project Zero, les Siren Blood Curse, tous ces trucs-là. Des jeux typiquement japonais. Et j'ai l'impression que c'est en train de revenir. Est-ce qu'il n'y a pas une remontée en force de l'horreur japonaise chez nous? Je dirais que c'est vrai et c'est pas vrai. C'est une réponse de Normand, mais parce que tout simplement, on a un retour à une image du jeu japonais, c'est-à-dire qu'on a l'image du Resident Evil sorti sur PS1 qui était un jeu comme on n'avait jamais eu et tout ça, et ce qu'on reconnaît, il va faire l'objet d'un remake.
Et en parallèle, on a le créateur, Shinji Mikami, qui se dit moi j'ai plus la licence, mais je vais vous faire le vrai Resident Evil que je voudrais faire, qui s'appelle The Evil Within. Dans les faits, j'ai l'impression qu'en fait, on utilise des manières, des productions à l'américaine, et qu'on y plaque des noms japonais, en fait. Parce que The Evil Within, pour y avoir joué, ça a l'air d'être très bien. J'ai pas l'impression de jouer à un jeu japonais ou inspiré d'une culture japonaise. Resident Evil non plus, c'est parce qu'il aime aussi imiter la grammaire de jeux américaines et surtout de l'horreur à l'américaine avec les zombies. Et c'est un sujet qui est très américain avant d'être japonais. Les zombies, les fantômes, ils ont une culture très développée quand même du vampire. Je crois qu'on pourra en reparler un moment. mais ils ont une culture très développée de l'horreur et un bestiaire qui, je pense, n'a rien envié au nôtre. Mais oui, il y a cette effectivement, comme tu dis, il y a cette ambition de recréer le vieux film d'horreur à l'américaine. Je pense que l'emblème, c'est Kojima qui, lui, ne se cache pas de dire que lui, quand il fait un Metal Gear, il veut faire un film d'action hollywoodien, quoi. C'est un peu un cas à part, parce que de tout ce qu'on a dit, c'est Kojima qui est un peu la figure de proue, et d'ailleurs il dit je vais arrêter, ou je vais laisser les équipes se débrouiller, ils sont grands, ils ont plus besoin de moi, et puis finalement il est toujours là. Il est toujours à mettre son nêt quelque part, dans Silent Hills, dans le Castlevania, dans tout. Il le dit lui-même, c'est-à-dire que là c'est un cas vraiment à part. Pourquoi est-ce que Chloé parle de vampire en parlant de Kojima, mais c'est clair, c'est un vampire, c'est-à-dire qu'il s'en cache pas, il a absorbé, c'est un cinéphile américain, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a mangé, dévoré des yeux la filmographie américaine, que ce soit les classiques comme les films d'action, et il le recrache. Mais il le recrache avec une sensibilité japonaise. Et c'est-à-dire que Metal Gear, et c'est pour ça que c'est aussi épidermique, on peut même pas le juger par rapport aux autres jeux japonais, parce qu'effectivement dans son gameplay il a des travers typiquement nippon de rigidité, même si les derniers ça s'améliore. C'est mieux. Mais ça ne peut que s'améliorer, mais en même temps, il a des codes et une symbolique qui est très film américain et il s'en cache pas. Donc c'est là, moi c'est pour ça que c'est une série que à la fois j'aime beaucoup et qui me bloque parce que elle ressemble à rien d'autre, tout en ressemblant à plein de choses, parce qu'il y a Kojima au milieu qui est le pivot de ce truc-là, et que si on enlevait Kojima, on aurait une vulgaire série B avec un scénario de nanar. Kojima, c'est vraiment un génie marketing. Avant même que le jeu sorte, avant même qu'on voit le jeu, il y a Kojima qui parle et on se dit c'est du Kojima, donc ça va être forcément marquant. Mais au-delà du marketing, je pense quand même que non, je pense que ce sera un bon jeu. Je sais pas si ça a déjà été fait, mais en fait pour moi Kojima c'est un peu le Sergio Leone du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il a absorbé le cinéma américain, il en fait quelque chose d'autre. Sergio Leone avec le western spaghetti ultra violent et tout. Et là en fait on a vraiment une touche différente. Mais c'est japonais à l'américaine ou américain à la japonaise. Mais ça reste du Kojima au bout d'un moment, donc c'est bien. Et puis c'est une signature aussi, c'est-à-dire que comme tu le dis, pour le coup, c'est une des rares figures du jeu vidéo qu'on peut citer, quoi. Ils en ont besoin aussi, au niveau de leur marché. C'est ça. Et puis c'est tout bénéf pour Konami qui, en termes de marketing, a trouvé sa mascotte, quoi. Derrière, Kojima est sur tous les stands Konami. Par exemple, sur PES, ils ont parlé du Fox Engine et les gens ont dit c'est cool, peut-être que Kojima a fait quelque chose sur PES. Les gars. Oui, il a fait le scénar. Il a fait le scénario. Et à la fin, il y a des pénaltys. C'est Kojima qui les tire. Justement, PES, tu voulais nous en parler un petit peu, Vincent? Oui, PES, c'est justement l'illustration parfaite. C'est que c'est un jeu japonais, enfin une licence japonaise, fait à la base par des Japonais, qui a longtemps marché parce que c'était une équipe japonaise et qui aujourd'hui, depuis on va dire 5-6 ans, moi j'ai envie de dire plus, mais bon, c'est mon avis, complètement perdu son identité. Dépassé par les événements, par FIFA. Dépassé par le côté aussi ultra marketing de FIFA et eSport, faut le dire aussi. Et qui aujourd'hui a une équipe basée en Angleterre pour faire un jeu qui sera, entre guillemets, réservé au marché occidental. D'accord. Et donc on continue avec Nintendo pour finir. Nintendo qui sort Hyrule Warriors, Bayonetta 2, donc deux jeux typiquement japonais. Hyrule Warriors, c'est du Dynasty Warriors concrètement. Et Bayonetta 2, c'est du beat'em all à la Platinum, typiquement japonais, typiquement foufou à la Devil May Cry, etc. Cereza! John! Listen, I don't remember a thing. Nothing. I don't even know why I'm so damn sure I need to go to that mountain. All the luck.
shoe. Now it's time to be naughty. Ça marche toujours. Alors, Hyrule Warriors, apparemment, il a cartonné. Il a cartonné malgré des critiques contrastées, mais c'est le genre qui veut ça. Les Dynasty Warriors, je fais partie des gens qui, d'une manière coupable, adorent ce genre de jeu. Parce que c'est un gameplay ultra répétitif, la technique n'est pas souvent là, mais il y a un côté addictif, un peu hypnotique. C'est-à-dire que on est super puissant, on tue des centaines de bonhommes. Ouais, mais je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a que le genre qui a joué sur Hyrule Warriors. On a quand même Hyrule, Zelda, enfin on a les grosses têtes. En plus, c'est du fanservice à fond. C'est le fanservice qui a joué sur les semaines qui ont précédé la sortie, on avait tous les trailers. Il va y avoir Ganondorf jouable. Enfin, voilà, les petits plaisirs de fans. Je pense que ça a quand même participé pour gros parce que autant au Japon, Dynasty Warriors, ça fait vendre, autant en Europe, je suis pas sûr que quelqu'un lui dise c'est inspiré de Dynasty Warriors, c'est tiré de. Bon. Il faut savoir que Bayonetta 2 fait exactement la même chose puisqu'il y aura des costumes Star Fox, Samus Aran pour Bayonetta. Donc qui va jouer beaucoup sur le fanservice et encore plus que ça, on peut avoir des éditions avec le premier jeu inclus. Donc pour le coup, là c'est vraiment du fanservice aussi, remercier les fans du premier. C'est aussi la preuve de la force de toutes ces licences en fait, qui sont typiquement identifiées japonaises, ce qui finalement contredit nos réticences sur le jeu japonais en déclin ou pas, c'est que les licences sont très fortes et elles sont tout de suite identifiables au point de pouvoir faire des crossovers ou des DLC avec des costumes. Ce qu'on trouvera aussi dans Monster Hunter 4 Ultimate qui va sortir avec des costumes Sonic, des armes Taiko no Tatsujin. Ah oui, j'avais vu le truc de Sonic. Encore une fois, c'est en termes de vente. Je veux dire, Bayonetta, ça c'est plus vendu qu'on l'a dit d'ailleurs, c'était pas un bid en vérité, mais toujours par rapport à l'optique grand public, Bayonetta ou Hyrule Warrior, je suis pas sûr que ça fasse un carton. Hyrule Warrior plus, je pense que Bayonetta c'est un thème un peu religieux, un gameplay qui peut être accessible mais qui est quand même orienté action assez violent. Puis la com est orientée garçon avec évidemment une jolie fille. Une grande dame. Ça va pas vendre comme Mario Kart, quoi. Voilà. Mais par contre, non, mais c'est pas fait pour. Sur Wii U, c'est pas seulement. Pour Hyrule Warriors, dites-moi si je me trompe, mais il y a aussi beaucoup de mères de famille qui vont l'acheter en pensant que c'est le nouveau Zelda. Oui, mais sans c'est savoir mais que c'est un spin-off. Je pense que c'est l'idée et même la com de la presse spécialisée, enfin qui est apparue dans la presse spécialisée, qui disait que finalement Miyamoto avait largement contribué au développement du jeu. C'est pour dire aux fans, attention, ce n'est pas un Dynasty Warrior avec une skin. Ouais. Donc quand je parlais de plaisir coupable, c'est parce que ceux qui aiment ce genre de jeu le recherchent, mais en plus le côté fan service, il est non seulement assumé, mais il est exploité là. C'est fait pour. Ok, très bien. Ouais. C'est la fin de ce débat. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous parler avec le hashtag Fnac Gaming et nous rejoindre sur les sites du réseau Fnac Gaming qui s'affichent en bas de l'écran. À bientôt à tous. Ciao ciao.